Bonjour, maîtres vaillants, futurs bacheliers et bachelières. Je viens aujourd'hui aborder une leçon de géographie qui porte sur le modèle de développement économique de la Chine. Pour introduire, disons que la Chine a connu, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, deux options de développement. D'abord, avec l'arrivée de Mao qui instaure un régime purement communiste qui, bien que connaissant quelques réussites, n'a pas pu développer la Chine. Ensuite, à la mort de Mao, un changement de stratégie économique releva le pays pour le classer deuxième puissance économique du monde. Nous essayerons de comprendre ces deux phases. En ce qui concerne des réformes économiques de 1949 aux années 1990, sachez que l'histoire économique de la Chine de 1949 à aujourd'hui est marquée par deux principales orientations opposées, mais qui gardent quand même quelques ressemblances. De 1949 à 1976, nous allons voir les réformes maoïstes. Pendant ce temps, le PCC avec Mao a tenté de mettre en place une économie d'autarcie collectivisée et planifiée qui s'est appuyée sur plusieurs programmes. Ceux-ci sont l'expérimentation du modèle soviétique avec la confiscation et la redistribution des terres. Le premier plan quinquennal marqué par la création de coopératives de production, le grand bond en avant avec le début des communes populaires et la fin de la propriété privée. On a longtemps critiqué ces politiques qui ont causé la mort de millions de personnes à travers la famine, les accidents, les persécutions. Mais la Chine d'aujourd'hui est redevable de ce passé. Pour ce qui est du nouveau système, en 1976, Mao décède et la droite dirigée par Deng Xiaoping domine le pays en 1978. Il modernise 4 domaines: l'agriculture, l'industrie, la défense et la science. Et il va décider d'ouvrir le pays sur l'extérieur. Les années des 4 modernisations ont vu la libéralisation des prix et l'apparition des premières sociétés privées. En 1980, ont été créées les premières ZES, c'est-à-dire zones économiques spéciales, destinées grâce à l'apport des capitaux étrangers à l'exportation. Ainsi, les investissements extérieurs ont afflué, surtout en provenance de Hong Kong. En 1984, 14 ports sont ouverts aux capitaux étrangers, ce qui a encore stimulé le secteur privé et la libéralisation des prix. En 2008, la Chine accueille 1443 fois plus d'investissements étrangers directs qu'en 1983. L'ouverture à l'extérieur est quasi totale. Et si la Chine devient un pays d'économie socialiste de marché, la Chine attire les entreprises avec une main-d'œuvre bon marché et docile. Tout cela permet aux entreprises étrangères de délocaliser leurs unités de production en Chine. En ce qui concerne le dynamisme économique de la Chine, sachez que le développement actuel de la Chine est l'un des plus rapides du monde, puisque l'on y enregistre une croissance dont la moyenne depuis près de 20 ans se situe aux alentours de 10%. Entre 1980 et 2007,
le PIB a été multiplié par 12,7 et est en 2010 estimé à 1336,9 milliards d'euros, devant le Japon qui s'estime à 1288,3 milliards. Au mois d'août 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. La Chine aussi jouit d'une agriculture puissante. L'agriculture emploie 43% de la population active et représente 11,7% du PIB. La Chine est le premier producteur du monde des principaux produits agricoles à l'image des céréales, surtout le riz et le blé, des oléagineux, des arachides et soja, de la viande, etc. Pour le thé et le sucre, elle occupe respectivement la deuxième et la troisième place. L'agriculture est moderne, productive et diversifiée. La Chine jouit aussi d'une industrie en plein essor, contribuant à hauteur de 49,2% du PIB et utilisant 25% de la population active. L'industrie chinoise joue les grands rôles dans l'économie mondiale. De grands exploits technologiques sont notés dans les domaines comme la navigation spatiale, l'énergie nucléaire, l'ordinateur, la fabrication des machines. Le pays occupe le premier rang dans la sidérurgie. La Chine est notamment au milieu des années 2000 le premier producteur et le premier consommateur d'engrais au monde. Le secteur textile occupe le premier rang mondial et emploie plus de 4 millions de personnes. La construction mécanique, comme les machines, les matériels de transport, constitue la plus grande partie de la valeur ajoutée industrielle. Les produits électromécaniques sont devenus des produits piliers de l'exportation chinoise. Par ailleurs, l'industrie automobile s'est considérablement développée. La production est passée de 1,4 million de véhicules en 1995 à 4,4 millions en 2003. Le secteur aéronautique s'est beaucoup diversifié dans le domaine militaire. Ils ont créé des bombardiers, des chasseurs, hélicoptères, etc. Le 24 avril 1970, la Chine lance son premier satellite baptisé Dongfang-1, l'Orient rouge. L'industrie manufacturière chinoise exporte vers le monde porcelaine, horlogerie, maroquinerie, etc. On note aussi la construction navale, la mécanique lourde comme les locomotives, équipements miniers et pétroliers, matériel de forage, le raffinage pétrolier, la cimenterie, dont d'ailleurs est le premier producteur mondial. La Chine aussi est une grande puissance commerciale. Selon le volume du commerce avec l'étranger, la Chine se classe au 3e rang mondial derrière les États-Unis et l'Allemagne et est aujourd'hui le premier exportateur mondial. La moitié des produits d'exportation sont fabriqués par des entreprises étrangères. L'essentiel de ce commerce se fait avec l'Union européenne, 20,4%, les États-Unis, 17,7%, la Hong Kong, 13,4% et le Japon, 8,1%. Elle a une balance commerciale excédentaire, d'où un gain d'énormes ressources financières. Mais toutefois, ce pays est confronté à beaucoup de problèmes. Nous allons voir les limites de la puissance chinoise. En effet, les performances économiques s'accompagnent de certains problèmes en Chine. En effet, l'élévation générale du niveau de vie s'accompagne de fortes disparités sociales. Misère, bas salaire, l'occidentalisation de la société, corruption, marginalisation, délinquance, etc. En plus,
On note un déséquilibre entre les milieux avec les régions côtières qui représentent 60% du PIB et accueillent 85% des IDE, des disparités entre villages et campagnes et entre l'Est et l'Ouest. En plus, cette expansion rapide nécessite une forte consommation énergétique que la production locale ne peut pas satisfaire totalement. De ce fait, la Chine traîne une certaine dépendance énergétique pour combler ses besoins. C'est pourquoi la Chine est indexée dans certains conflits, comme le conflit en Soudan, en Iran et en Syrie. En plus, la Chine contribue beaucoup à la pollution dans le monde. Aujourd'hui, elle est aussi menacée par le vieillissement de la population. L'agriculture chinoise est régulièrement soumise aux aléas climatiques. Les inondations, la sécheresse, la variabilité annuelle des précipitations, les tempêtes de poussière et de grêle. Donc, pour terminer, on peut conclure en disant que l'évolution économique de la Chine après la guerre s'est déroulée en deux phases. Une période sous le magistère de Mao avec un bilan mitigé et une période sous Deng Xiaoping avec de réels succès. Cependant, on peut aisément reconnaître la rapide croissance de l'économie chinoise qui s'est appuyée sur son histoire et sa force principale, à savoir sa population nombreuse. C'était pour ce qui est du résumé du modèle économique chinois. Attendez-vous comme évaluation dans une dissertation pour ce genre de sujet? On peut vous demander, peut-on considérer la Chine comme une puissance fragile?